Amis, vous arrivez au bon moment parce que ce matin, nous recevons Christian Porta, qui est syndicaliste CGT Neuhauser. Salut à toi et merci d'avoir accepté un peu l'invitation ici dans la matinale de l'insurgé. Est-ce que peut-être tu peux rapidement te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, même si je pense que les gens Ouais, te connaissent un petit merci à peu. toi pour Pas l'invitation. de Moi, je souci. m'appelle Christian Porta, je suis délégué CGT et ouvrier dans l'agroalimentaire dans une boulangerie industrielle qui s'appelle Neozer, qui appartient à un géant de de l'agro-industrie qui s'appelle Invivo. Et je suis aussi militant politique à Révolution Permanente. Ok. Et donc on parlera un peu plus de tout ça après. Donc là, tout le monde qui salue dans le chat, hein, je rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions en mettant questions en gros au début, comme ça j'essaierai de les faire remonter un peu après. Donc on va parler un petit peu plus de bon, ce qui s'est passé dernièrement pour toi, la répression syndicale, etc. Déjà, est-ce que sur le chat, vous entendez bien Christian? N'hésitez pas, parce que je sais que la dernière interview, tout le monde me disait on entend en double et tout. Là, j'espère que ça va aller. Mais pour l'instant, je pense que ça va. Donc, avant de revenir un peu sur ce qui s'est passé pour toi ces derniers mois, peut-être revenir un peu sur le début de l'histoire. J'ai fait un petit peu des recherches, j'ai essayé de bosser mon interview quand même. J'ai vu un peu des articles qui parlaient de toi, qui remontaient à 2019 sur ta lutte à Neuhauser. Déjà, peut-être présenter un peu c'est quoi cette boîte, j'ai pas trop compris, je crois qu'elle a été rachetée, c'est quoi, c'est un boulanger industriel, c'est quoi exactement, et savoir un petit peu voilà depuis quand tu bosses vraiment dans cette boîte et refaire un peu l'historique, surtout l'historique un peu de la lutte, parce que j'ai l'impression qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses qui ont mis un peu toi et tous tes collègues en grève, quoi. Faire un peu l'historique. Euh, ouais. Alors, du coup, déjà, c'est vrai que même moi, je présente Neozer et le groupe Invivo, ça parle à personne. Mais en gros, Neozer, c'est une boulangerie industrielle qui produit en grande majorité les baguettes, les croissants, les pains au chocolat pour les Lidl. Donc, quand Ok. tu vas dans le Lidl du monde Ouais, entier, ouais. c'est euh, c'est nous qui produisons justement tout ça. Et en 2021, ça a été racheté par un géant, une coopérative agricole, comme ça, ils aiment bien s'appeler comme ça, qui s'appelle Invivo. Et eux, c'est un géant de l'agrobusiness qui est, à titre d'exemple, 12 milliards de chiffre d'affaires, presque 15 000 salariés dans le monde entier. Et en gros, c'est eux qui détiennent, par exemple, les Jardiland, les Gammes Verts, Ok. du coup, toute la Ah ouais. boulangerie industrielle. Et à titre d'exemple, pour comprendre un peu à quel point c'est gros, il y a un agriculteur sur deux en France qui travaille pour mon patron. Donc, mon patron, c'est le magazine Challenge qui dit ça. Il dit que c'est l'homme le plus puissant de l'agriculture française. Pour vous donner un peu le rôle que joue mon Ouais, patron ouais. dans l'agro-business et l'agro-industrie, quoi. Et l'agriculture, quoi, aussi, quoi. Et ouais, et nous, après, moi, j'ai commencé à travailler chez Neozer, donc dans la partie boulangerie industrielle. Moi, je viens de Moselle, ça s'entend peut-être à l'accent, mais Un petit peu, un petit peu. Paul-Villers, quoi, plus précisément. Et du coup, nous, moi, j'ai commencé des missions d'intérim là-haut en 2012. Et en 2015, j'ai été embauché en CDI. Et direct 2016 après, on a monté une section syndicale CGT. Ok. Et c'est comme ça qu'on a commencé à s'organiser un peu parce que voilà, l'agroalimentaire et la boulangerie industrielle, c'est connu pour avoir des conditions de travail très difficiles, avec des horaires compliqués. Et tout de suite, on a mené des batailles pour avoir des meilleurs plannings, des augmentations de salaire. Moi, quand j'ai commencé, je gagnais 1 300 € par mois. Pour vous dire, on travaillait les samedis, les dimanches, etc. Donc, du coup, on a mené beaucoup de luttes là-dessus. Et on est connu en Moselle beaucoup parce que dès 2018 et 2019, on a eu des licenciements économiques, ce qu'on appelle des PSE. Ouais, Et on ouais. avait 3 usines sur la ville de Folgiller et ils en ont fermé 2. Et du coup, on a été connu pour avoir mené des batailles justement contre les licenciements économiques. Et ouais, parce que j'ai l'impression que, bon, déjà en plus, tu dis qu'effectivement, enfin, ton patron, en quelque sorte, ça a quand même d'être vraiment genre un gros patron, donc c'est quand même, disons que les gens que tu as en face, c'est pas n'importe qui. Tu as été élu donc une première fois, je crois, délégué syndical donc en 2016, hein, tu me disais, ça date C'est de ça. là. Euh, En quoi, j'essaie de former un peu ma question, il y a quand même eu l'air d'avoir eu beaucoup, donc tu parlais de PSE, enfin de plan de licenciement, j'aime pas ce terme PSE, mais bon, de plan de licenciement dans ta boîte régulier. En quoi, enfin comment dire, enfin, comment dire ça, est-ce que tu peux décrire un petit peu l'ambiance un peu sur place depuis que tu bosses, parce que c'est vrai qu'il y a eu quand même l'air d'avoir eu, bon, tu parles un peu de lutte un peu plus générale sur les salaires, mais au niveau des PSE, au niveau des licenciements économiques, il y en a eu combien en fait, quelle importance ça a eu dans ce combat au sein de la CGT depuis 2015?
Bah, ouais, ouais, c'était tout le truc en vrai. C'est-à-dire que même moi, quand on a commencé en 2016, nous, on connaissait rien, quoi. On pensait même qu'un syndicat, c'était juste pour gérer un peu les œuvres sociales et un peu aller discuter avec le patron pour avoir voilà, des meilleures conditions de travail, etc., Ouais, ouais. etc. On était un peu naïfs au début, on savait pas. Voilà, donc on a eu nos premières élections, on a été élu à 73%. Ça montre aussi qu'il y avait Ouais, quand même. une envie des collègues que voilà, qu'ils en avaient marre un peu des conditions de travail, etc., etc. Et très vite, il y a eu ces questions de licenciement économique, quoi, ces PSE, on appelle ça les plans de sauvegarde de l'emploi, hein, c'est comme ça qu'ils aiment bien l'appeler, Ouais, mais ouais, ça ne ouais. sauvegarde rien. Il y a eu Bah des ouais. centaines de licenciements. Ok. Et du coup, bah, on a dû s'organiser, mener des batailles. C'est les premières fois où on a commencé à faire des grèves. On ne savait même pas comment faire grève à l'époque. Donc, du coup, nous, très rapidement dans le syndicat, on a essayé d'instaurer un truc assez démocratique. C'est-à-dire que vraiment, chaque décision qu'on prenait, on allait les discuter avec l'ensemble des ouvriers de l'usine, avec l'ensemble des travailleurs et des travailleurs. On faisait des AG, on votait, on expliquait tout ce qui était en train de se passer. Et même pour les grèves, ben, on les votait. C'est-à-dire que dès qu'on Mhm. voulait sortir en grève, on faisait d'abord des débrayages. Après, on a commencé à partir dans une grève un peu plus dure qui a duré plusieurs semaines, justement contre les licenciements. Et même si on n'a pas réussi à empêcher la fermeture des usines, c'était là où on avait réussi notre première revendication qui était de passer aux 32 heures, payer 35 pour justement minimiser le nombre de licenciements. Et c'était une de nos premières victoires qu'on avait eues, même si il y a eu des licenciements, donc c'est dur d'appeler ça une victoire. Mais c'est la première fois qu'on avait réussi à poser la question de la baisse du temps de travail, la diminution du temps de travail pour justement que tout le monde puisse travailler en gros. Et c'était une des premières revendications. Et aujourd'hui, maintenant, on a sur l'ensemble de l'usine les 32 heures payées 35, qui a occasionné plus d'une centaine d'embauches. Donc, on a même pu réembaucher des salariés qui avaient été licenciés pendant le PSE, etc., etc. Donc, c'était un peu une Ok. fierté pour nous Bah oui. qu'on avait réussi à batailler là-dessus, quoi. Tu m'étonnes. Ça a été difficile, tout le travail syndical, là, du coup, depuis la création de votre section, ça a été difficile d'aller voir les collègues, de les motiver à se mobiliser? Ou oui, tout le monde a Bah, ouais, répondu assez vite? quand tu connais pas en plus et tout, donc c'est un peu compliqué. Donc, il y Ouais, a ouais. toutes des choses déjà de nous à apprendre, etc. Mais ouais, chez les collègues, après, quand tu as un licenciement économique et que tu sais que ton emploi est en jeu, c'est vrai que ça Hmm. ramène une colère chez tes collègues qui fait que ils sont plus facilement prêts à se mobiliser, à se battre, quoi. Surtout si ben, tu as un syndicat derrière qui dit le seul moyen de toute façon qu'on ait quelque chose, c'est de se battre, quoi. Même si maintenant tu veux partir de l'usine, il va falloir se battre si tu vas arracher un gros chèque, quoi. Donc, même si notre priorité, c'était l'emploi, quoi. Hein. C'était pas la question du chèque, etc., etc. Mais on sait que chez certains collègues, ça pouvait être le cas. Mhm. Mais du coup, ça a occasionné des discussions. On a pu discuter de tout ça. Et je pense que le truc qui avait permis vraiment que la lutte elle prenne et qu'on arrive à convaincre les collègues, c'était vraiment le fait on s'est construit comme un syndicat très démocratique, où on a placé ça au centre de notre action. Et du coup, le fait de faire des assemblées générales où tout le monde peut discuter, où chacun a la parole, etc., etc., peut donner son avis et tout, c'était pour nous une avancée et c'est ce qui a permis d'aller plus loin, quoi. Et dans toutes les luttes après qu'on a menées, on s'est rendu compte qu'effectivement, plus le mouvement il est démocratique et plus les travailleurs et les travailleurs ils ont leur mot à dire dans la bataille, plus tu arrives à aller loin dans la bataille aussi, quoi. Ouais, ouais. Ouais, bien sûr, c'est quelque chose qu'on voit quand même souvent. J'ai l'impression que le rapport de force, il a quand même réussi à se construire assez rapidement. Tu as réussi un peu à garder tous tes collègues mobilisés sur la durée, malgré les PSE, Bah ouais, ouais. malgré voilà, tout ça. Enfin, Même, le tout, c'est de ne pas donner d'illusions à tes collègues, quoi. C'est-à-dire ouais, que ouais. moi, je ne vais pas mentir à mes collègues en disant je vais aller à la réunion et vous inquiétez pas, je vais aller tout arranger. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et dès le début, on a été franc avec les collègues en disant de toute façon, si on veut des choses, eh ben, il va falloir qu'on se batte, il va falloir qu'on s'organise. Et donc, du coup, grâce à ça, ça a permis aussi de montrer aux collègues que on est toujours dans le vrai, que tout ce qu'on a dit, que c'était vrai, qu'on a une transparence totale sur tout ce qui est en train de se passer. Et déjà, ça donne confiance en tes collègues. Ils disent, bon, ben, eux, au moins, ils ne mentent pas, parce qu'il y avait d'autres syndicats aussi, quoi, hein, Mhm. et les autres syndicalistes, et même d'ailleurs, même dans la CGT, hein, il y avait des syndicats CGT dans d'autres usines qui, eux, allaient expliquer à leurs collègues, ouais, parce que c'est l'arme du patron aussi, c'est de dire, on ne peut pas discuter de ce qu'il y a dans les licenciements économiques, c'est des documents qui sont confidentiels, on ne Ouais, peut pas ouais. vous dire. Nous, on était parti du principe de dire, de toute façon, on va se faire virer. Qu'est-ce que tu veux que le patron nous fasse de Mhm. plus tu vois. Donc voilà, bien sûr qu'il y a une transparence, c'est notre avenir, c'est l'avenir à tous les Bah collègues. ouais, bien sûr. Donc du coup, on va discuter et débattre ensemble de ce que la direction elle nous met sur le papier, quoi. Parce que ouais, du coup, le rapport avec les autres syndicats, vous étiez un peu genre en quelque sorte le seul syndicat vraiment combatif au sein de votre boîte ou ça dépendait des usines, ça dépendait un peu de. Bah, Est-ce que non, dans ça vos dépend des luttes, usines. il y a que eu la CGT, enfin vous en tout cas, est-ce qu'il y a eu aussi d'autres syndicats qui se sont joints à vous, notamment dans la lutte contre le PSE? Contre les licenciements, on était vraiment seul, quoi. C'était vraiment la Ouais. CGT, etc. Mais grâce à ça, en plus, à l'époque, c'était en 2016.
nous, on était une bande de jeunes, on avait tous entre 25 et 30 ans à l'époque-là. Et du coup, l'idée, c'était on s'était servi des réseaux sociaux. Par exemple, tu vois, beaucoup avec Ouais, ouais, Facebook, on communiquait beaucoup avec Facebook, on avait fait une page CGT Nozer qui existe encore et qui est encore notre principal moyen ouais, ouais. de communication avec les collègues. Et ça, déjà, ça a permis de nous faire connaître et ça a permis aussi de parler aux autres sites, parce qu'il y a des sites dans toute la France, Néozer, tu vois, il y en a Ouais, en ouais. Bretagne, il y en a dans le Mm. Nord, il y en a dans le Sud, etc. Et du coup, c'est comme ça qu'on a même créé des liens et ça nous a permis, dans d'autres grèves qu'il y a eu après, par exemple sur les salaires, c'était au moment des raffineurs, quoi, je crois que c'était en 2022, si je ne me trompe pas. Fin 2022, il y avait la grève des raffineurs sur l'augmentation des salaires. Nous, ça nous a Mm. permis de sortir en grève et d'entraîner 6 autres sites de France à sortir avec nous en grève. Et c'était beaucoup grâce à cette communication. On s'est fait connaître même auprès des collègues en disant, ah ouais, eux, ils se battent. Dans cette usine, ils ont plus de droits que dans les autres usines. Donc, si on veut la même chose, il va falloir qu'on les arrache. Et donc, du coup, on a créé beaucoup de liens dans les autres usines grâce à ça. Et dans certaines luttes, on a réussi à convaincre, par exemple, FO de nous Ok. rejoindre dans des luttes, quoi. Pas tout le temps, mais des fois, ça arrive qu'on Ouais, ouais. on tente toujours l'intersyndical quand même. On Ouais, essaie ouais, de ouais, faire le bien plus sûr. unitaire possible sans renier sur nos revendications, quoi. Et est-ce que, du coup, toutes ces luttes que tu as menées avec ton syndicat, tu parles notamment de la guerre, la guerre, ouais, peut-être de certaine manière, bon, la grève, pardon, la grève des raffineurs, est-ce que ça, parce que je connais pas bien le paysage politique syndical en Moselle, mais comment ça a influencé un peu toutes les boîtes autour? Est-ce que tu as eu des liens avec d'autres boîtes un peu qui sont pas forcément, enfin, qui sont pas Noser, quoi? Comment ça a permis de toi derrière créer du lien avec d'autres luttes un peu similaires dans d'autres boîtes? Est-ce que la CGT Noser, elle a aussi permis que d'autres boîtes en fait voient que ce que tu fais, ce que vous faites, ça marche et on réussit à se mobiliser un peu derrière aussi? Est-ce que ça crée une dynamique, quoi? Ça crée toujours une dynamique, c'est-à-dire que les gens voient dans les journaux, ça parle de nous, ils voient le discours qu'on tient, etc. Donc c'est sûr que quand il y a eu d'autres entreprises, parce qu'en Moselle, c'est encore même s'il y a une désindustrialisation assez forte quand même depuis Ouais, les 20 dernières années, ça reste quand même un des départements les plus industrialisés de France. On est au niveau de la moyenne, quoi. On est un peu plus au-dessus de la moyenne de ça. Mais du coup, quand il y a des fermetures d'usines, par exemple, on nous contacte. C'est-à-dire on va même plus contacter l'union départementale ou mhm, quoi que ce soit. C'est nous directement qu'on appelle en disant, ok, écoutez, on est en train de traverser la même chose que vous. Et donc, c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on ait discuté avec des boîtes. Moi, on a déjà travaillé avec les sous-traitants de la Smart, par exemple. La Smart a été produite en Moselle à l'époque. On est allé discuter avec les sous-traitants de la Smart pour qu'ils menaient la bataille ou des petites boîtes, etc., etc. Donc, ça, ouais. Et après, nous, on était beaucoup dans l'interpro. C'est-à-dire que même moi, maintenant, je suis secrétaire général de l'union locale de Saint-Avold. C'est une petite UL. Parce que justement, on avait beaucoup de trucs de la question de l'interpro. Pour nous, c'était un peu central parce qu'on s'est rendu compte déjà pendant nos luttes, on avait beaucoup de soutien extérieur qui venait nous soutenir sur les piquets de grève. Et ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre des discours des gens qui viennent discuter avec nous, etc. Et de l'autre côté, du coup, on s'est dit à chaque fois, on essaye de penser nos luttes comme une démonstration en disant, regardez, quand on le fait, on peut le faire, on peut gagner. Quand on se met en grève, on peut aller arracher des choses. Et du coup, on est devenu un peu une référence, nous, dans le coin. Et à chaque fois qu'il y a une lutte partout, on essaie d'envoyer des délégations sur le piquet de grève. Par exemple, on a une plateforme chimique où il y a Total et Arkema qui y travaillent. C'est deux gros géants un de la raffinerie et l'autre de la chimie. Voilà. Et du coup, on a des liens avec eux, même avec les syndicats et tout. Mais quand il y a un piquet de grève, par exemple, direct, on va discuter avec eux, on essaie de leur apporter notre solidarité et tout. Donc, il y a un lien comme ça qui s'est créé dans toute la Moselle où dès qu'il y a une grève, on essaie d'être sur le piquet de grève. Et voilà. Et d'ailleurs, ça sert parce que même nous, après, quand on se met en grève, eux viennent aussi. Et donc, il y a tout un lien comme ça qui se crée dans les luttes qui est important. Et quand il y a eu des gros mouvements comme les deux réformes des retraites, là, on a tissé vraiment des gros liens, on menait des actions ensemble. Par exemple, même en 2018, quand il y avait le mouvement des Gilets jaunes, nous, on est en train de traverser un licenciement économique. On a été une des premières sections syndicales à faire le lien. Il y avait un rond-point qui était à même pas 1 kilomètre de notre usine. Alors qu'on était en grève, le réflexe qu'on a eu, c'était d'aller, par exemple, sur le rond-point, discuter avec les Gilets jaunes et de voir comment on peut travailler ensemble. Tu vois, et donc, des liens comme ça a été extrêmement important, quoi. Même le 1er décembre, on était ensemble sur le rond-point, on avait fait une grosse délégation sur le rond-point et tout et tout. Et ils ont bien vu que nous, on était là, on était venus pour discuter, qu'on était en train de subir les mêmes choses et on avait réussi à tisser ces liens, on participait aux AG, etc., des Gilets jaunes. Et ça, c'était tous des liens importants qu'on a pu avoir pendant toutes les luttes, quoi. Il y a Salanarchiste sur le chat qui pose une question. Quel soutien vous avez eu lors de vos différentes luttes quel soutien pardon, vous avez eu de la CGT au niveau national, donc de la Confédération? Quel soutien, quel lien il y avait eu avec la CGT? Bon, ok. C'est un peu plus difficile. Compliqué? Pour la Compliqué? Confédération, les Ouais, directions syndicales, c'est un peu compliqué. ouais. Tout ce qui est au niveau local, les CGT, les unions locales nous ont aidés.
l'union départementale un peu. Par exemple, là, dans la dernière lutte qu'on a eue, il y a notre fédération qui a joué un rôle important, qui nous a soutenus, que ce soit financièrement mais également même dans la bataille, qui a organisé un rassemblement. Mais on y reviendra peut-être après là-dessus sur la bataille on vient de mener. Mais il y a eu ce lien, mais c'est vrai que la Confédération, c'est très compliqué. On a eu très, très peu de liens avec la Confédération Ouais, pendant les ok. luttes, même la dernière qui, pour moi, était centrale et avait un Bah ouais, enjeu bien sûr. national. Voilà, on a eu très peu de liens de la Confédération, quoi. Et t'expliques ça comment? Genre, c'est juste qu'ils sont vraiment pas intéressés parce que vous étiez peut-être trop combatif ou Il y a plusieurs choses. Ouais, c'est déjà, on est une section combative et qui n'hésite pas à remettre en question, voilà, quand il y a des choses qui nous plaisent pas dans la CGT, quand on pense que la CGT va pas assez loin, ou par exemple, quand le dernier mouvement de la réforme des retraites, on était très critique de la stratégie et des bilans que la CGT pouvait tirer du mouvement des retraites. Donc, effectivement, la Confédération, elle voit ça, elle sait ça. Nous, on l'exprime en extérieur. On n'hésite pas à batailler les bilans et la stratégie que les directions syndicales peuvent mener. Donc, du coup, effectivement, quand tu rentres pas tout à fait dans le moule, ben, tu peux avoir des tensions comme ça, quoi. Mais voilà, moi, je pense que la CGT, nous, on milite pour que la CGT soit un syndicat démocratique et qu'on puisse justement critiquer, on puisse même donner notre mot à dire, quoi. Pendant la dernière Mhm. réforme des retraites, par exemple, une des grosses critiques qu'on pouvait dire, c'est que c'est pas normal que nous, on est grévistes et qu'on n'ait pas notre mot à dire dans la stratégie de la réforme des retraites. C'est un problème, quoi. Nous, on était en désaccord de partir sur des journées saute-mouton, d'en faire, je sais plus, on en a fait 14 ou 15 Ouais. journée de grève, on aurait préféré qu'il y ait un vrai plan de bataille qui entraîne comme les énergéticiens étaient en train de faire, ou même les cheminots un peu à plus petits, ou les raffineurs, etc. Donc voilà, nous on était plus pour militer pour un vrai plan de bataille, pour une grève reconductible, et c'était pas le cas. Mais du coup, effectivement, quand tu exprimes tes désaccords, tu peux te retrouver voilà, confronté à des directions syndicales qui veulent rien entendre, quoi. Ok. J'avais vu aussi que, enfin, j'avais vu ça dans une petite vidéo, genre une petite interview qu'il y avait sur le YouTube de Révolution Permanente, mais du coup, il y a quelques années. Je crois qu'entre les deux, du coup, si j'ai bien compris, pour refaire un peu le fil, si j'ai bien compris, il y a eu un moment où tu as été une première fois licencié, alors à la suite d'un PSE ou pas, je sais pas. Tu as été bossé chez Amazon à un moment, je crois aussi, si j'ai bien compris. Ouais. Tu as essayé de mener des luttes aussi assez rapidement. Comment ça s'est passé Ben, sur place? c'est que j'ai pas été licencié de chez Noser. C'est juste que Ok. moi, j'avais l'impression d'avoir beaucoup fait dans notre section syndicale, etc. Et que Ouais. il y avait le géant Amazon qui est en train d'implanter le plus gros site de France à Metz, quoi, près de chez moi. Et donc, du coup, on s'est dit, ouais, il y avait toute une discussion. Il y en a qui étaient contre l'implantation, etc., etc. Et nous, on s'est dit, la meilleure façon de combattre ce géant, c'est d'aller travailler là-haut et de monter une section syndicale qui soit combative et qui soit capable justement de batailler. Et donc, j'ai posé un congé sans solde chez mon employeur. Lui, il était heureux. Et je suis parti aller travailler, me faire embaucher en sous-marin chez Amazon, etc. Mais au bout de même pas 2 mois, ils m'ont repéré et ils m'ont viré. C'est Amazon qui m'a viré. Ok, d'accord. Donc Comme c'est. j'étais en période d'essai, ils pouvaient me virer, mais Ouais. ça marchait. On a réussi à monter une section syndicale par la suite, vu que ça a fait du bruit. Donc des gens ont vu ce qu'on a fait et donc du coup, ils sont allés se syndiquer et monter une section syndicale CGT qui existe maintenant aujourd'hui chez Amazon, quoi. Ok, ok. Donc toi, tu y es vraiment allé par stratégie syndicale, quoi, vraiment pour essayer de monter le truc là-bas. Ouais, après, c'était un truc un peu isolé que j'avais pensé juste Ouais, un ouais. peu avec quelques collègues de l'usine en disant, vas-y, je vais prendre un peu de temps et on va faire ça, quoi. Mais ouais, c'était vraiment dans l'optique de monter une section syndicale, quoi. Ok. Mais c'était difficile, Amazon, vraiment. Moi, j'ai déjà des conditions de travail difficiles dans notre usine. Ah bah Amazon, ouais, c'est encore un j'imagine. niveau au-dessus, quoi. J'imagine, on a déjà regardé plusieurs documentaires ici, ça a l'air vraiment, vraiment compliqué. Du coup, la section, elle existe toujours aujourd'hui, vous avez encore des liens avec elle. Il y a des luttes qui se mènent, des batailles qui se mènent là-bas aussi, j'imagine. Ouais, bien sûr. Ben, ils ont mené des luttes sur les salaires, je crois que c'était il y a quelques années, il y a 1 ou 2 ans. Ok. Et là, par exemple, dans la dernière lutte qu'on a menée, ben, sur les piquets de grève, Amazon venait souvent nous rencontrer, nous donner de la solidarité. Ça, donc c'est aussi payant, quoi. Ça fait plaisir de voir des camarades qui sont syndiqués et tout, et qui ont vu ce qu'on a fait et qui viennent t'apporter cette solidarité sur le piquet de grève, quoi. Ok. Bah, il y a beaucoup de gens là sur le chat qui te disent bravo Merci, merci. à toi. Maintenant, on va être un peu. Du coup, voilà, je voulais quand même prendre un moment pour refaire un peu tout ton parcours qui est quand même assez chargé, enfin, en termes de combat syndical et tout, c'était quand même important. Maintenant, du coup, sur tout ce qui s'est passé pour toi ces derniers mois, là, sur tout l'aspect répressif, est-ce que tu peux revenir un peu sur ça? Comment on en est arrivé à une situation où, alors, est-ce que c'est Neozer ou InVivo, je sais plus, mais que ta direction, en gros, porte plainte
contre toi pour harcèlement moral, ce qui est quand même pas anodin. Ouais. Comment on en est arrivé à là, en fait? Maintenant, j'en rigole un peu, mais c'était pas drôle au début, quoi. Ouais, Mais bah, j'imagine, ouais, c'est-à-dire que j'imagine. c'est début février, le 7 février, quand j'arrive à l'usine, mon DRH me convoque à ma prise de poste et il me dit, Ouais. tiens, t'es en mise à pied disciplinaire pour des faits de harcèlement moral. Moi, je regarde, je dis, harcèlement moral pour qui, quoi? Il me dit, ben, envers le directeur et la direction. Ok. Et il m'explique qu'en gros, ben, je viens trop souvent réclamer des augmentations de salaire, me plaindre des conditions de travail. Alors, je lui explique que c'est mon boulot, quoi. Bah ouais, bah oui. Voilà, quoi. Et du coup, voilà, c'est là que c'est un peu. Euh, Ben, il m'a mis en mise à pied et il m'a surtout interdit de revenir sur l'usine. Et tout ça, c'est arrivé 2 jours avant. On venait de déposer un tract qui appelait à la grève pour la semaine prochaine. Donc, Ok. il y a quand même une Oui, il y a un connotation un petit peu, lien, ben, quoi. temporalité un peu suspecte là-dedans. Et donc, voilà. Et du coup, moi, après, la vague répressive que moi j'ai subie, ça s'inscrit dans une conjoncture nationale et même internationale. Ça veut dire que déjà en France, depuis la défaite de la réforme des retraites, le patronat, il veut prendre une revanche et on a vu qu'il y a, même Sophie Binet qui en parle, elle dit il y a plus de 1000 syndicalistes qui sont réprimés et juste à la CGT, hein, c'est-à-dire sans compter les autres organisations syndicales. Donc on peut dire qu'on est plusieurs milliers à se faire réprimer, soit par la justice, soit on se fait convoquer à des entretiens, etc. Donc il y a une répression syndicale qui est forte. Elle parle de la répression la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc pour dire quoi, à quel point c'est important. Ouais, ouais. Et, euh, et donc déjà, il y a cette vague répressive suite à la réforme des retraites où ben, du coup, à cause de la défaite, le patronat il veut nous faire payer. Et mon patron aussi, ça s'explique dans sa stratégie politique qu'il a lui aussi, c'est que mon employeur, ben, lui, c'est un des principaux producteurs ben, il produit l'agriculture, il est dans l'agriculture, il produit le blé, etc., etc. Et le blé, depuis plusieurs années, ben, ça commence à être un peu plus compliqué. Il y a la Russie qui commence à émerger et à exporter énormément, notamment dans les précarés coloniaux de la France, en Afrique, où elle exportait beaucoup et maintenant elle exporte beaucoup moins. Il y a la guerre en Ukraine aussi qui a fait beaucoup, mais là, l'Ukraine maintenant a commencé à reprendre ses terrains, ben, ses exportations et gagne même de Ouais, nouveaux ouais. marchés. Donc il y a une vraie compétition international sur la question du blé et des matières premières. Et donc, mon patron, lui, pour s'en sortir, ce qu'il veut faire, en vrai, sa stratégie, quoi, bon, il veut exporter la souveraineté tricolore voilà, il a tout un truc un peu chauviniste comme ça qui défend, mais bon, comme tous les patrons d'ailleurs, mais voilà, mais du coup, mon patron, lui, ce qu'il essaye de faire, c'est ben, de trouver des débouchés qui lui permettent d'avoir une stabilité et d'écouler ses stocks de blé, parce que mon patron, il fait même du trading hein, sur les matières premières, hein. C'est-à-dire qu'il stocke énormément, il a des énormes, dans tous les ports de France, il a des silos où ça lui permet de stocker. D'ailleurs, un des silos à La Rochelle, où les camarades des soulèvements de la terre et Bassine No Merci, c'était allé bloquer là pendant les vacances, c'était un des ports, c'était les silos de mon patron. Et, euh, et du coup, mon patron, là, avec cette stratégie-là, il essaie de trouver des débouchés. C'est pour ça qu'il a racheté la boulangerie industrielle. C'est parce que ça lui permet de transformer son blé. Il a des moulins. Il a racheté des moulins aussi qui s'appellent les moulins soufflés. Il a racheté ça. Donc, il peut faire sa farine. Il peut la revendre dans les boulangeries industrielles. Et il a même racheté des boulangeries type Louise et Marie Blachère. Ben, Marie Blachère, c'est en cours. Mais du coup, pour même vendre, il aime bien dire que je détiens de la fourche à la fourchette. Et c'est un moyen pour lui, c'est un truc central dans sa stratégie d'avoir les boulangeries industrielles pour écouler en vrai son blé, vu que c'est un marché qui est assez stable. Pour vous dire, la boulangerie industrielle, c'est même sous-capacitaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plus de demandes que d'outils de production, bah, de capacité de production, pour vous donner un peu l'ordre d'idée. Donc, du coup, ça s'inscrit vraiment dans ces tensions géopolitiques, etc., que mon patron, il a besoin d'avoir des débouchés. Et vous doutez bien que d'avoir une section syndicale combative, ça lui plaît pas parce que ça Bah vient à oui. l'encontre de sa stratégie. Et donc, il faut réprimer cette section syndicale. Et moi, comme je suis le délégué syndical et un peu le visage du syndicat, du coup, j'étais la bonne cible pour essayer d'en finir avec des syndicats combatifs dans ces usines, quoi. Donc, il en est arrivé à ce que la plainte pour harcèlement moral, elle est venue au même moment que la mise à pied conservatoire? C'était lié à ça Ouais, ouais. ou... C'était toute la Ok. stratégie de mon patron, c'est-à-dire qu'il m'a mis pour harcèlement moral, il a mis en place une enquête, mais il a refusé de prendre la personne parce que dans chaque CSE, tu as une personne qui est en charge du harcèlement, qui fait les enquêtes de harcèlement, que ce soit sexuel, sexiste et sexuel. Mais chez nous dans l'usine, la particularité, c'est qu'en plus, cette personne-là, elle gère aussi toutes les questions d'harcèlement moral. Et, euh, et mon patron, ben, tu te dis bien qu'il n'a pas voulu prendre cette personne-là. Eh ouais. Il a voulu maîtriser le truc de A à Z et donc il a pris un cadre d'une autre usine pour mener cette enquête avec la direction. Donc en gros, j'avais que des membres de la direction qui menaient une enquête. Nous, on a refusé d'y assister à cette enquête et du coup, ils ont écouté ouais, je crois une quinzaine de salariés, que des cadres et des agents de maîtrise, que des chefs, etc., etc. Et dedans, c'est ahurissant, quoi, ce qui sort. Hein, ça veut dire qu'ils disent
qu'en gros, on bloque toujours les projets du patron, que mon directeur, par exemple, dans une de ses, dans son interview, ouais, dans Ouais. l'enquête, il dit c'est moi le directeur, mais tout le monde sait que c'est Monsieur Porta, le vrai boss de l'usine. Donc, tu vois un peu le niveau, et ils vont reprocher des trucs, mais C'est beaucoup c'est d'honneur vraiment quand du même. oui, oui, voilà, mais c'est beaucoup, c'est juste, ils disent, ouais, vous vous rendez compte, dès qu'il y a un nouvel intérimaire qui arrive, il le brief sur ses droits. On a des Ouais. collègues qui disent non, le syndicat nous a dit qu'on n'a pas le droit. Donc, en gros, il exprime juste qu'on fait très, très bien notre travail. Et c'est ça qui le dérange. Mais ils vont loin, ils vont me reprocher, par exemple, là, j'ai pas, mais j'ai une sacoche où j'ai un badge pour la Palestine dessus, tu Mhm. vois, pour Gaza, en solidarité à Ouais, ouais. Gaza. Ils me reprochent d'avoir ça, ils me reprochent de faire de la politique dans l'usine. Donc, il y a toutes ces choses-là. Ils vont même jusqu'à me reprocher, évidemment, je venais en trottinette au travail, de rouler en trottinette sans casque. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'il raconte Mais tu vois un peu Ok. le niveau ils ont essayé Oui. vraiment de tout Ils sortir. cherchent tous les petits trucs, quoi, en fait. Voilà, c'est ça. Et pour aggraver le truc, ils ont trouvé 4 cadres, bah, 5 cadres en tout, qui étaient d'accord d'aller même déposer plainte contre moi à la gendarmerie pour harcèlement moral. Et donc, c'est quand même quelque chose d'assez grave, quoi. Hein. Mais très vite, en vrai, bah, déjà, ils m'avaient interdit l'accès au site. Il faut savoir que quand je dis interdit l'accès, c'est-à-dire quand je suis venu sur le site avec mes collègues, il y avait la gendarmerie qui m'a empêché de rentrer, des vigiles, des huissiers de justice, pour vous dire un peu, alors que c'est illégal, on ne peut pas interdire à un délégué, même s'il est mis à pied, il doit pouvoir rentrer dans Oui, l'usine, t'as surtout encore qu'il ton y a une mandat, grève qui quoi. est en train de se Ouais. préparer. Et, euh, et voilà, donc du coup, les collègues, ils ont très vite compris que c'était n'importe quoi, et tout de suite, ils se sont mis en grève. Donc mes collègues sont partis 3 semaines en grève pour demander ma réintégration à mon patron, quoi. Ça, c'était un peu Ok. le début. Je sais pas si tu veux que je défile peut-être maintenant et que j'explique, vu que je sais comment ça Ouais, marche ouais, tu peux maintenant. expliquer, mais du coup, voilà, enfin, moi, la question que je me posais, c'était donc, pour résumer, voilà, tu as 7 mises à pied conservatoires, une plainte pour harcèlement moral. En réponse, tes collègues se mettent en grève 3 semaines, si j'ai bien compris. Toi, de ton côté, du coup, t'as plus le droit d'aller dans l'usine, même si tu as encore plus ou moins ton mandat de délégué. Toi, comment tu réagis, toi, et qu'est-ce que tu décides de faire très rapidement, même si du coup, t'es un peu en retrait, quoi. Est-ce que tu as été convoqué rapidement à la gendarmerie? Comment ça s'est passé? Enfin, assez rapidement, qu'est-ce qui s'est passé pour toi et comment tu as décidé de réagir, quoi? Ouais. Ben, en gros, c'est sûr que ça te met un coup. Hein. Moi, quand il m'a donné la lettre, mon DRH, j'ai Tu vécu ça un m'étonnes. peu comme un chaos. Quoi. J'ai bien compris que de toute façon, il fallait un peu comme à la boxe, quand tu manges un chaos, il faut que Hmm. tu sortes des cordes Il et faut que sinon tu t'encaisses, sais que quoi. c'est fini, quoi. Et du coup, ben, ce qu'on a fait, c'est que ben, très vite, on a saisi déjà la justice, c'est-à-dire qu'on est allé, c'est-à-dire le tribunal judiciaire pour expliquer que c'était illégal en référé d'erreur, pour que ça aille vite. Et il nous a donné raison au bout du 4e jour, 5e jour. Mais d'ailleurs, même malgré l'interdiction, j'allais quand même dans l'usine. J'avais pas le droit de rentrer dans l'usine, mais j'allais quand même au local syndical, j'allais voir mes collègues, etc. Parce que la tentative de mon patron, c'était de m'isoler. Donc nous, pour refuser l'isolement, on est allé, mais il y avait des huissiers de justice qui me suivaient partout, etc. Donc c'était assez compliqué. Et très vite, on a gagné. C'est-à-dire que mon patron, tout de suite, hein, quand il m'a mis la mise à pied, il a fait l'enquête, mais il a déjà demandé mon licenciement. C'est-à-dire que quand tu es élu salarié protégé, il a dû demander au CSE leur avis, etc. Le CSE a refusé. Moi, mon entretien disciplinaire était lunaire. Ils me racontaient n'importe quoi. En plus, ils ont mené une enquête, mais ils ne te donnent pas l'enquête. Ils ne te disent pas qui c'est, quoi, qu'est-ce qu'on a dit. Donc, ils te donnent des phrases. Tu ne sais pas qui, quoi, quand. Tu vois, tu peux même pas te défendre en plus dans cet entretien. Et le tribunal judiciaire de Sarreguemines, du coup, lui, il a tout de suite expliqué que c'était illégal. Déjà, il a dit, ben, au vu des documents que la direction nous donne, il n'y a aucun fait de harcèlement avéré. Déjà, ils disent l'enquête pour harcèlement, elle n'est pas respectée. Vous ne respectez pas la loi, comment ça doit se mener une enquête. Et il dit, vous n'avez pas le droit d'interdire le délégué syndical de rentrer dans l'usine, même s'il est mis à pied. Donc, vous allez devoir être obligé de le laisser rentrer. Et donc, du coup, très vite, on a au moins gagné cette première victoire, en même pas une semaine. Et donc, du coup, ça nous a permis de pouvoir à nouveau rentrer dans l'usine, aller discuter avec les collègues et tout. C'était déjà une première petite victoire, mais ça, c'était au mois de février, quoi. Et la plainte et la convocation à la gendarmerie, ça arrivait plus tard. Parce qu'entre-temps, il y a eu d'autres choses. C'est-à-dire que déjà, on a eu les 3 premières semaines de grève. Malgré les 3 semaines de grève, malgré ce que le tribunal judiciaire expliquait, malgré, malgré tout ça, quoi, mon patron, il a quand même décidé de demander mon autorisation de licenciement à l'inspection du travail. Et l'inspection du travail, elle a refusé mon licenciement. C'est-à-dire qu'elle dit, il n'y a pas de fait d'harcèlement moral, il n'y a rien. C'est juste de la discrimination syndicale ce que vous êtes en train de faire. Donc, on refuse le licenciement de M. Porta. Donc, moi, j'arrive à l'usine heureux en disant je vais être réintégré, etc. Il faut savoir que ça a duré plus de 2 mois, pendant 2 mois sans salaire Mhm. aussi, parce que je suis en mise à pied sans maintien de salaire. Ouais. Et, euh, et du coup, bah, j'arrive à l'usine avec ma truc, je suis content, nanana, je fais un tour dans l'usine. Et le lendemain, je reçois un courrier de licenciement. C'est-à-dire que dans la plus grande des illégalités, mon patron, il me licencie
Et voilà, quoi. C'est une première. Hein. C'est quelque chose qui n'a pas été Ah vu bah ouais. depuis, je pense, les années 70, que normalement, un gros groupe comme le mien, l'inspection du travail refuse le licenciement, ils vont juste le contester, et voilà. Mais là, Parce non, qu'en ils m'ont licencié carrément. Parce qu'en plus, donc tu avais la justice de ton côté, l'inspection du travail, le CSE de ton côté. En fait, tu avais en quelque sorte tout le monde de ton côté. La direction était plus ou moins isolée, mais elle a quand même décidé de continuer coûte que coûte, quoi. C'est ça qui est assez Oui, bah, ça impressionnant. montrait la radicalité de mon patron. C'est-à-dire que nous, on définit un peu notre patron, un peu comme ces derniers temps, comme l'avant-garde radicalisée du patronat qui tente de pousser les limites. Là, mon patron, ce qu'il a essayé de faire, c'est d'un côté, lui, il voulait m'isoler. Il voulait frapper très fort et très vite, m'isoler et faire en sorte qu'après, il me convoque et il me donne un chèque. En vrai, c'était ça le plan de mon patron. Et il y avait ça, il y avait aussi l'idée d'essayer d'en faire une démonstration. C'est-à-dire que tu te doutes bien que l'ensemble du patronat est en train de regarder ce qui se passait dans cette boîte parce qu'ils se sont dit, si maintenant l'inspection du travail refuse un licenciement et qu'on peut tout de même le licencier et que ça passe, parce que eux, ils jouaient sur la carte du harcèlement et donc du coup, on a dû aller au prud'homme pour réclamer ma réintégration. Et eux, au prud'homme, ce qu'ils plaidaient, c'est qu'ils disaient, OK, on n'a pas respecté la loi, c'est vrai, mais c'était pour préserver l'intégrité des salariés. Il faut savoir que la grève a été majoritaire chez nous, qu'il y a une pétition qui a été signée par près de 200, plus de 200 de mes collègues sur 300, mais on était un peu moins de 300 dans l'usine, quoi. Donc ça montre quand même qu'il y a ça. Et mon patron, en vrai, il avait que une poignée de cadres, hein, une quinzaine de cadres, qui eux ont fait un document signé, un droit de retrait en disant s'il est réintégré, nous on arrête de travailler, c'est pour notre sécurité, etc., etc. Tu vois un peu le niveau où il a monté un Mm. peu ses cadres contre nous. Et nous, on avait un gros soutien dans l'usine, etc. Même au prud'homme, l'usine s'est arrêtée. Ben, les collègues ont arrêté de bosser, ils sont venus au prud'homme, etc. Ok. Et c'était une tentative de mon patron d'essayer de repousser les limites du code du travail. Et d'ailleurs, quand beaucoup de grands avocats ont pu voir ça, même des conseillers prud'homaux, des profs, etc., de droit, on a fait une tribune dans Mediapart qui a été signée par vraiment plusieurs grands noms de spécialité du droit du travail, même le SAF, le syndicat des avocats de France, etc., pour justement dénoncer ce coup de force et dire d'un moment, non, même le syndicat de l'inspection du travail a signé ça. Il y avait Anthony Smith, par exemple, qui est un inspecteur un peu connu du travail et tout, qui avait signé cette tribune pour justement dénoncer en disant non, on ne peut pas marcher comme ça sur l'inspection du travail, on ne peut pas marcher comme ça sur la justice, parce que sinon demain, on peut licencier n'importe qui, quoi. C'est-à-dire que là, si aujourd'hui, le coup de force que mon patron est en train de faire, ça ouvrait la porte pour que l'ensemble des travailleurs et des travailleurs qui veulent relever la tête dans leur usine se fassent licencier, quoi. Et c'était cet enjeu-là qu'il y a eu, quoi. Voilà. Et spoiler, au tribunal, il nous a donné raison, on a gagné. Donc, ok, attends, j'étais juste en train de montrer vite fait la tribune Ah ouais, pas de suite. sur le live, j'ai envoyé le lien. Euh, donc, tu as eu tout ça qui s'est monté. Donc, il y a eu le tribunal, les prud'hommes, la tribune, il y a quand même eu pas mal de choses. Ça a duré combien de temps déjà, cette histoire? Officiellement, là, ça vient de s'arrêter mi-août, Ouais, mais c'est même pas encore vraiment fini. Mais parce qu'il faut ok. savoir que quand on a gagné au tribunal des prud'hommes et qu'il a exigé ma réintégration, il a mis une astreinte de 20 000 euros par jour. C'est-à-dire, si mon patron ne respectait pas ça, il devait payer 20 000 euros par jour pour, jusqu'à ma réintégration. Et mon patron, pour éviter cette réintégration, il a pensé une autre stratégie. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à l'usine avec le huissier de justice, c'est une première fois où on a un huissier de justice qu'on applaudit, hein, parce qu'il faut Ouais, ouais. savoir que pendant toute cette lutte, j'avais un huissier de justice qui me suivait 24 heures sur 24. C'est-à-dire que même quand j'allais aux toilettes, il y avait un huissier de justice qui me suivait jusqu'aux Un toilettes pour huissier de voir l'entreprise. si j'avais discuté avec un collègue. Ouais, ouais, des huissiers Ok, d'entreprise. d'accord. Et du coup, nous, quand on a gagné au prud'homme, bon, on est venu avec notre propre huissier, du coup. Ouais, C'est la ouais. première fois que le huissier s'est fait acclamer par des gens. Et je pense que ce sera la dernière aussi, mais voilà. Ouais. Mais du coup, on allait remettre ma réintégration et mon patron, pour éviter que je sois réintégré, il m'a remis une deuxième procédure de licenciement. On lui a dit non, mais comment ça, j'étais licencié, je pouvais pas, j'ai pas pu faire de faute pendant que j'étais licencié, quoi. Sinon, ça veut dire que mon Ouais, patron, ouais. s'il veut, demain, il te voit dans la rue et il te licencie aussi, quoi. Tu vois, Ouais, ouais, ouais. en train de travailler, tu peux pas me licencier et Hmm. tout. Et mon patron, voilà, il m'a dit non, vous avez fait des fautes, etc., etc. On va vous licencier pour ces fautes-là maintenant. Et voilà, c'était une façon de contourner la décision de justice et d'essayer d'éviter ma réintégration, quoi. Et en même temps, il menaçait de lock-out l'entreprise. Ça aussi, c'est un truc qui est impressionnant, c'est que mon patron, il est monté à un tel niveau qu'il a dit si on doit le réintégrer, on ferme l'usine. Ah C'est quelque oui. chose d'ahurissant, quoi, hein, Bah vraiment ouais. ahurissant. Ben, C'est-à-dire qu'il est l'enjeu, prêt à c'était de fermer mettre la l'usine contre toi, quoi, en fait. C'est ça. Et l'enjeu, c'était vraiment de mettre la pression aux collègues pour éviter qu'ils sortent Ouais. en grève, etc. Mais manque de peau, ça a eu l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on avait fait déjà une première grève de 3 semaines.
Après, c'est dur de tenir dans la durée hein, pour soutenir quelqu'un, etc. Tu sais, tu vas pas te battre pour des augmentations de salaire, tu vas juste soutenir ton collègue pour qu'il soit Bah ouais, rémunéré. c'est bien sûr, c'est Même compliqué, si, hein. même s'il y a des enjeux derrière, tu vois, les collègues, ils comprennent aussi que si maintenant il n'y a plus de syndicats, demain, ils vont revenir sur tous nos acquis, etc. Et du coup, quand les collègues ils ont vu ça, déjà, ils avaient vu le prud'homme, ça les avait énervés, mais là, quand ils ont vu que le patron, il respectait pas la loi, tout le monde s'est dit, ouais, mais attends, c'est-à-dire que si demain, ça va être nous, etc. Et donc, il y a eu vraiment un mouvement important. Et sur le piquet de grève, on a fait une grosse AG avec l'ensemble des collègues qui étaient présents. Et on a discuté de dire, ben voilà, le patron, il se radicalise. Nous aussi, on va devoir radicaliser notre lutte. C'est vrai que moi, je parlais de 3 semaines de grève. Mais nous, dans l'agroalimentaire, on peut faire 2 heures de grève par jour et ça peut bloquer la production entière. Vu que tu sais, c'est pas des Ouais. boulons ou des portes que tu fabriques, c'est de la matière vivante. Donc, tu sais, quand tu as un process qui va durer entre 4 et 5 heures, une fois que tu as commencé à faire la pâte, le temps qu'elle arrive à être emballée, Ouais, ouais. entre 4 et 5 heures. Donc, quand tu Sinon, c'est arrêtes, tout acheté, tu as quoi. 5 heures, 6 heures de trou. Ouais. Ouais. Donc, si tu veux pas jeter, tu es obligé d'arrêter la ligne. Ça s'arrête. Et après, pour redémarrer, il va falloir 5 ou 6 heures. Donc, avec 2 heures de débrayage par jour, tu peux bloquer quasiment l'intégralité de la production. Ça qui est intéressant aussi dans les débrayages, etc. Ouais, c'est un peu votre avantage, quoi, là-dessus. Ouais, ouais, ça a notre avantage complètement. Après, le patron, il a essayé de faire tourner les lignes sans les salariés et tout, mais ça a été très compliqué. Ils ont eu Ouais. beaucoup de réclamations par la suite, mais on l'a pris après, quoi. Il a essayé de la faire tourner avec des intérimaires, mais si t'es pas formé, tu peux pas Bah faire ouais. marcher des machines, quoi. À titre d'exemple, sur une ligne de production, on peut faire 50 000 croissants à l'heure. Je sais pas Ok. si tu vois un peu la Ouais. quantité que ça. Oui, bah oui, Même les baguettes, on en j'imagine, fait ouais. 10 000 à l'heure. C'est énorme, quoi. C'est pas. Donc voilà, il y a toute cette bataille-là. Et moi, mes collègues, ils sont vraiment radicalisés aussi à ce moment-là. Et c'est là qu'on a commencé à discuter de faire déjà de mettre en place ce qu'on appelle un comité de grève. C'est-à-dire, parce que même si la première grève, elle était un peu, voilà, les salariés étaient un peu vénères, etc., la direction du syndicat, avec tous les coups qu'on s'était mangés, ça devenait lourd et beaucoup pensaient qu'on allait perdre. Même moi, le premier, au début, je pensais que j'allais finir inspecteur du travail. J'étais déjà presque en train de penser ma Ouais, reconversion, ouais. tellement l'attaque, elle était violente. Et au final, on avait beaucoup de collègues qui avaient la rage quoi, dans l'usine et tout. Et on se dit, comment on va pouvoir se servir, j'aime pas le terme là, mais comment on va pouvoir faire en sorte que cette rage, elle s'exprime et qu'elle puisse aller jusqu'au bout. Et c'est là où on a pensé l'idée de mettre un comité de grève, c'est-à-dire que vraiment, dans chaque équipe, il y avait des délégués qui étaient syndiqués ou non syndiqués, qui étaient élus pour venir dans un organe, en gros, de direction de la grève, quoi. Et en gros, le but de ce comité de grève, c'était de mettre en place les décisions qui avaient été prises en AG par l'ensemble des grévistes. Et ça a été un élément extrêmement important, de développer un organe d'auto-organisation qui dépasse même le syndicat. Et ça a permis voilà, d'exprimer la radicalité des collègues jusqu'au bout. Et ça nous a permis de penser vraiment des plans de bataille. Voilà, donc les AG a voté pendant 2-3 jours, on arrête l'usine totalement, on faisait des usines mortes, etc., ce qu'on appelait des usines mortes et tout et tout. Et du coup, ça a permis d'organiser ça, parce qu'à l'époque, le piquet de grève, c'était souvent moi et 2-3 collègues, on organisait tout, le barbecue et tout ça, etc., Mhm. etc. Les rassemblements, les soutiens, Ouais, aller ouais. coller des affiches dans la ville pour avoir du soutien de la ville, etc. Et là, toute l'idée, c'était vraiment que chaque gréviste prenne les choses en main et on organise ça. Donc, ça a vraiment donné une vie démocratique dans cette grève et ça a permis de discuter de pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on discutait de la question de la grève, mais au mois de juin, il y a eu la question de la dissolution de l'Assemblée nationale et des européennes aussi, où on a vu un vote extrême droite extrêmement fort. Et dans mon usine, on s'est rendu compte que même dans le comité de grève, il y avait des gens qui votaient extrême droite. Alors que je suis connu pour être un peu le gauchiste, je me dis, mais attends, tu fais grève pour Ouais. faire en sorte qu'il y a le gauchiste de ton usine qui soit réintégré, mais tu vas voter Bardella aux européennes, je comprends pas. Et ça a permis même d'ouvrir des discussions d'ailleurs sur ça et faire reculer même le vote de l'extrême droite. Ouais, ça a changé un peu Et, des choses là-dessus aussi, la lutte. ouais, ça a Ouais. changé même énormément. En vrai, la lutte, vraiment, elle a permis de poser toutes les discussions, quoi. On a Mm. même discuté de se dire, est-ce qu'on proposerait pas une candidature des néo-zères en lutte aux législatives Ah oui. voilà, bon, c'est pas passé parce que beaucoup sont quand même plus syndicalistes Ouais, ouais. et n'aiment pas faire de la politique, etc. Et nous, toute la discussion qu'on avait, c'était de dire, notre patron, là, il est en train de faire de la politique. Notre syndicaliste, il est politique, quoi. Mhm. C'est-à-dire que notre syndicaliste, il ne doit pas s'arrêter juste à des augmentations de salaire ou à se battre contre la répression. Il doit être capable aussi de prendre l'ensemble des questions de la société en main, quoi. On a un rôle qui est extrêmement important. Je te disais, on produit 50 000 croissants à l'heure. Dans la journée, on en produit, je crois, 1 ou 2 millions dans la journée. T'imagines si cet appareil productif, il serait sous notre contrôle à nous et pas au Bah ouais. profit des patrons. On pourrait même discuter de la fin dans le monde. Tu vois ce que je veux dire? On pourrait Oui, nourrir oui, une oui, bonne partie de la population avec ça, quoi. bien Et, sûr. euh, et faire des produits de bonne qualité, surtout sans produits Ouais. chimiques, etc. Développer les questions bio et tout et tout. C'est des revendications qu'on porte et tout, mais on a un vrai rôle dans la société en tant que travailleurs et travailleuses.
Et du coup, c'était un peu ça aussi qu'on essaie de discuter avec les collègues, de faire prendre conscience de notre rôle. Pendant le Covid, par exemple, on avait réussi à même réquisitionner une partie de la production et la redistribuer aux associations. Et du coup, c'était un peu aussi pour faire comprendre, même à nos propres collègues, à quoi on sert dans la société. Et le comité de grève, il a vraiment servi à tout ça, a servi à discuter de comment on est capable de nationaliser la lutte, de pas rester isolé, de comment penser une stratégie. Parce qu'il fallait penser une stratégie au jour le jour, quoi. C'est-à-dire qu'à Ouais. chaque nouvelle attaque du patron, je sais pas, mon patron, il faisait des lettres dans l'usine, il disait celui-là qui soutient Christian Porta, il a qu'à venir nous voir et on le vire. Tu vois un peu Ah oui, le ah oui, niveau quand même. d'offensive, quoi. Une Ouais, menace de lockout et tout et tout. ouais, ouais. Et là, il y a eu l'enjeu aussi, je le disais, je suis militant à Révolution Permanente, mais par exemple, notre avocate, c'est Elsa Marcel, qui est militante aussi à Révolution Permanente. Mhm. Et elle, par exemple, elle a joué un rôle important dans cette bataille où c'était pas juste une avocate qui venait de défendre au tribunal, mais qui était présente sur les piquets de grève, qui était présente aux assemblées générales, qui avait donné son numéro aux collègues, qui disait s'il y a n'importe quel souci, tu m'appelles à n'importe quelle heure de la journée, de la nuit, je décroche. Et s'il faut que tu me passes ton patron pour qu'on lui explique des choses, on lui expliquera. Elle nous a même écrit des tracts sur la question du lockout, en quoi c'était interdit, comme quoi c'était Ok. interdit de sanctionner sur les trucs de grève, etc., etc. Et ça a permis vraiment à des collègues, mais c'était drôle parce que dans l'usine, même les non-syndiqués, ils allaient avec le papier qu'elle avait écrit. Dès que le patron il venait faire une réunion avec les salariés pour les menacer, il sortait le papier, il disait ben non, la loi elle dit ça, 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 Ok, ouais. elle rassurait les collègues, etc. Donc c'était vraiment, il y avait une vie à ce moment-là de lutte et le comité de grève a beaucoup servi pour ça, où c'était plus le syndicat qui gérait la grève, c'était vraiment les grévistes eux-mêmes qui étaient dans l'usine, Ouais, qui c'était vraiment tout le bataillaient, monde, qui ouais. discutaient avec les non-grévistes et qui bataillent la direction, parce que la direction, vraiment, elle avait un rôle d'intimidation, elle essayait de casser la grève par tous les moyens, quoi. Mais justement, ouais, bon, t'en as un petit peu parlé, mais je voulais aussi te demander, parce que du coup, voilà, t'es syndicaliste à la CGT Novoser, t'es aussi militant à Révolution Permanente. Enfin, c'était quoi l'importance et la place de ton organisation politique dans cette lutte? Qu'est-ce qu'elle a apporté de particulier et en quoi pour toi c'était important à la fois d'être syndicaliste, même si tu dis que tu as un syndicalisme qui est plus large que simplement la défense des comment dire des œuvres quotidiennes, j'essaie de trouver un peu le terme là, mais des œuvres quotidiennes. En quoi Révolution Permanente, ton organisation, en fait, c'est important pour toi d'être aussi militant politique et d'amener ton organisation là-dessus, quoi. Ben, déjà, avant, il y avait une question qui disait, ouais, la Confédération, comment elle a soutenu dans ses batailles, etc., etc., et quel rôle lien on pouvait avoir avec. Je suis à la CGT depuis 2016, je suis Ouais, secrétaire de l'union locale, je suis même membre de la commission exécutive de l'union départementale, donc j'ai quand même un rôle important dans la CGT. J'ai créé une section syndicale avec des camarades et tout. Donc, tu voudrais dire que normalement la CGT elle joue un rôle important. Et c'est vrai que nous, la CGT, elle a joué un très petit rôle dans cette lutte. Déjà, c'est déjà une problématique, quoi, que t'as, rien que pour avoir une vidéo de Sophie Binet nous soutenant, pour nous soutenir, ça a été compliqué. ouais, Donc déjà, ça pose un problème. Mais effectivement, heureusement qu'il y avait une organisation politique derrière. Après, moi, ce que je me revendique, on essaie de mettre un syndicalisme politique dans l'usine, mais c'est-à-dire quoi? C'est un syndicalisme révolutionnaire. C'est-à-dire que nous, on pense que c'est les travailleurs qui peuvent renverser cette société qui nous exploite et qui nous opprime. Et donc, du coup, c'est avec cette logique aussi qu'on intervient dans l'usine. Et, euh, et du coup, ouais, Révolution Permanente a joué un rôle important parce que grâce à une organisation révolutionnaire, ça te permet, ben, tu vois, par exemple, la question du comité de grève, c'est pas quelque chose que défend la CGT, mais c'est quelque chose que défend les organisations révolutionnaires. Et avec Révolution Permanente, c'est comme ça qu'on a pensé, par exemple, la mise en place d'un comité de grève pour faire en sorte que ben, le mouvement il aille le plus loin possible, mais ouais. surtout que ce soit les travailleurs et les travailleurs, les grévistes qui décident en vrai du mouvement. Et ça, je pense que c'est un élément qui est central là-dedans. Et ça nous a permis de penser toutes les questions politiques qui nous arrivaient, toutes les attaques du patronat, etc., etc. C'est si derrière, tu n'as pas une organisation révolutionnaire qui est capable de discuter, penser toutes ces attaques, etc., de se rappeler aussi bah, de l'histoire du mouvement ouvrier, quoi, hein, et tout ça, d'arriver avec une logique vraiment de lutte de classe, tu peux pas gagner, quoi. Après, c'est pas juste parce qu'il y a Révolution Permanente qu'on a gagné. Je pense qu'il y a eu un rapport de Oui, bien force, sûr, etc. bien sûr. Mais la question de l'organisation révolutionnaire derrière, pour moi, elle était centrale dans comment on a pu penser chaque étape de la lutte avec les collègues, quoi. Et même aujourd'hui, mes collègues de l'usine revendiquent le rôle que Révolution Permanente a pu jouer dans cette bataille, quoi. Que ce soit grâce à la nationalisation de notre lutte, que ce soit vis-à-vis du comité de grève, où voilà, on a pensé beaucoup de choses vis-à-vis du comité de grève, etc. Ça fait vraiment avancer une conscience de classe dans mes collègues, quoi. Et ça, je pense que c'était vraiment un apport central que l'organisation elle a joué dans cette lutte, quoi.
Parce que du coup, voilà, ouais, ton organisation politique, elle a peut-être aussi permis, enfin, de ce que tu me dis, elle a aussi permis un peu à pallier certains trucs que peut-être la CGT n'a pas fait, que tu aurais aimé qu'elle fasse, notamment sur la nationalisation de la lutte. Enfin, c'est vrai que j'ai entendu parler de ta lutte grâce à Révolution Permanente, donc je pense que ça a joué aussi pour beaucoup de gens. Je sais pas encore combien t'as de temps devant toi, je t'avais dit à peu près 45 minutes, mais peut-être, donc aujourd'hui, t'es quoi? T'es toujours licencié? T'as été réintégré? C'est quoi ta situation là aujourd'hui? Bah, non, ouais, alors ça veut dire que justement, au mois de juin, on est reparti en grève. On a Ouais, fait 6 semaines, 7 semaines même de ouais, quand grève même, ouais. avec mes collègues. Ok. Et par exemple, une des choses importantes que le comité de grève a fait, c'est qu'on a milité la caisse de grève. C'est-à-dire qu'on a mis en place une caisse de grève, que mes collègues militaient, que ce soit dans les manifs, etc., etc., mais qui a eu un écho assez important et qui nous a permis, par exemple, qu'on n'ait aucune perte de salaire, quasi aucune perte de salaire pour l'ensemble des grévistes. Tu vois, et ça, par exemple, on a pu le gérer parce que dans le comité de grève, il y avait des personnes qui étaient chargées de compter le nombre d'heures de grève de chaque collègue jour par jour pour voir combien on avait, nous, dans la caisse de grève et savoir à quelle hauteur on pouvait être remboursé pour savoir aussi dire aux collègues, ben là, aujourd'hui, on a assez pour rembourser 75% du salaire de tout le monde, 80, etc., etc. Et ça a permis même aux collègues de remarquer qu'il y avait une professionnalisation, quoi, là. Donc, c'était Mhm. vraiment quelque chose de sérieux, qu'on vivait le truc. Et du coup, tout le monde voyait aussi l'importance d'aller militer la caisse de grève, etc., etc. Donc, ça aussi, c'était important. Et, et du coup, la lutte, en vrai, elle a fait que ben, tout le mois de juin, elle a tenu. Ça a mis un rapport de force énorme, hein. Mon patron, il a perdu près de 4 ou 5 millions d'euros juste dans cette bataille, quoi, entre les huissiers de Ah, justice, la grève, ah etc. ouais. Et après, bon, il y a eu les vacances, donc du coup, on a mis le mouvement un peu en pause. C'était un peu compliqué, tout le monde était en congé, etc. Mais il y avait encore les phases des tribunaux qui arrivaient. Et au prud'homme, le prud'homme a expliqué que, ben, effectivement, mon patron, ce qu'il était en train de faire, c'était d'essayer de tenter comment on appelle ça, de contourner la première décision de justice qui disait qu'il fallait que je sois réintégré. Donc le tribunal a condamné mon employeur à 400 000 euros qu'il doit me verser. C'est-à-dire que les 20 000 euros par jour, bon, nous on demandait 1,2 million, mais il a versé 400 000 euros Ok. qu'il va devoir me verser à moi là. Et donc du coup, et de me réintégrer, quoi, d'annuler la procédure, etc. Et après, mon patron aussi, il reconnaissait plus mes mandats, le fait que j'étais délégué syndical, membre du CSE, etc. Il reconnaissait plus ça, et donc il a été aussi condamné à 125 000 euros. Donc aujourd'hui, mon patron, il a été condamné à me verser 525 000 euros à moi, plus quelques dizaines de milliers d'euros aux syndicats. Et surtout, derrière, il doit me réintégrer. C'est-à-dire que là, bah, je suis en congé, vu que comme j'étais Ouais, mis ouais. à pied, il a dû la mettre en congé parce que c'est la période de vacances et je reprends mi-septembre à l'usine. Donc, on a gagné ça. Même d'ailleurs, l'inspection du travail pour la deuxième procédure de licenciement a refusé. Ils avaient contesté auprès du ministère du Travail, même le ministère du Travail. Il faut savoir quand même un ministère du Travail macroniste, hein, Hmm. quand même pro-patron, quoi. Hein. Ouais, ouais. On va pas dire que Oui, Macron, oui. il soit pro-travailleurs et travailleuses, quoi. Ouais, ouais. Mais voilà, ils ont tous refusé le licenciement tellement que mon patron allait loin et tel. Il y avait aussi un rapport de force important, la nationalisation de la lutte, etc., etc. Par exemple, même à l'Assemblée, il y avait une députée de la France Insoumise qui avait porté notre dossier à l'Assemblée nationale, etc. Et ça a permis de faire en sorte que même le ministère du Travail, en plus là en ce moment comme ils sont démissionnaires et tout, de ne pas pouvoir jouer un coup politique et de devoir me réintégrer. Donc c'est-à-dire que là, mi-septembre, je suis réintégré, quoi. Ok. Je me demandais aussi, un peu pour reprendre l'ensemble de ce qui a été dit, et ça, l'anarchie, je pose ta question, enfin, je note ta question, je la poserai après. Comment t'analyses la réaction de ton patron? Parce que à la fois, enfin, c'est vrai que c'est difficile à imaginer quand même, mais à la fois il veut s'étendre, à la fois on a l'impression qu'il veut créer une sorte de monopole. Enfin, tu te dis, il rachète Louise, donc pas moi, hein, mais il rachète les boulangeries, Louise, il rachète Marie Blachère, il rachète pas mal de trucs comme ça. Et à la fois, il est prêt à aller jusqu'au lockout, il est prêt à tout fermer par rapport à toi. Enfin, on dirait qu'il agit un peu par panique, quoi. Enfin, comment t'analyses un peu cette situation? Enfin, sa réaction surtout, quoi. Au début, surtout celui qui gère le dossier, c'est le DRH Monde, quoi. Il s'appelle Sébastien Graff. Si vous voulez aller le voir sur Twitter, c'est assez marrant parce que, par exemple, sur tout le long de la lutte, il tweetait sur moi, il m'accusait d'harceleur. Bref, c'était une dinguerie, mais je ne vais pas vous spoiler. Si vous avez Twitter, allez voir Ouais, Sébastien ouais. Graff, vous verrez, vous redescendez un peu, vous verrez un Comment peu. t'écris son nom de famille? Je vais aller voir. Graff, c'est G-R-A, et je crois que c'est deux F, ouais, un Ok. F ou deux F maintenant. On ira regarder ça après. Mais vous verrez, ouais, Ça c'est marche. assez. J'ai trouvé, c'est bon, j'ai trouvé. Ouais, voilà.
Mais maintenant, l'entreprise lui a enlevé Twitter, lui a dit maintenant vous arrêtez Ouais, tu m'étonnes. de tweeter. Bah, il tweete plus sur la lutte, quoi. Mais si tu Ok. redescends un peu, tu retrouveras assez rapidement Ouais, je les regarderai. tweets qu'il faisait. Et c'est vrai qu'on pouvait penser que c'était un peu un fou dans son coin, qui fait une histoire d'ego parce qu'il aime pas le mec et qu'il veut le virer, etc. absolument et tout. Mais non, mais c'est beaucoup plus profond que ça. C'est vraiment ce que j'expliquais avant au début, quoi. C'est qu'il y a d'un côté, lui qui veut absolument grossir le groupe et qui a doublé de volume hein, quand il a racheté Neozer et le groupe Soufflé, c'était l'ancien groupe à quel on appartenait, il a doublé de volume, il a lâché plus de 2 milliards d'euros pour acheter le groupe et tout. Et voilà, la moitié des terres cultivables de France lui appartient à mon patron, etc. Donc voilà, quoi, il y a un besoin comme ça qui est important avec mon patron. Ouais, et ce qu'il voulait montrer, c'était qu'il était prêt à tout pour en finir avec des travailleurs qui relèvent la tête. C'est vraiment ça l'idée de mon patron, c'est de dire, moi, je veux des travailleurs et des travailleurs qui soient dociles, qui travaillent à moindre coût et surtout qu'on a pas mal d'acquis dans mon usine. C'est-à-dire, je disais, je gagnais 1 300 € au début. Maintenant, on est à 2 000 € par mois dans mon usine. Pour l'agroalimentaire, c'est énorme. Bah ouais. On est aux 32 heures, payé 35. C'est quelque chose de jamais vu. Ça existe presque pas dans les boîtes en France, quoi. On a pas mal d'acquis comme ça. Euh, Même les temps de pause, on a des temps de pause, on peut se permettre d'aller. C'est nous qui gérons nous-mêmes notre temps de pause. On a un rapport de force qui est important dans l'usine. Quand il a voulu, par exemple, il avait fermé des usines, il a voulu en réouvrir une, mais il a voulu ne pas embaucher des salariés, il a voulu prendre des salariés des lignes de production là où on travaille pour les mettre là-bas. Donc, en gros, il nous expliquait qu'avant, ce qu'on faisait à 3, on allait le faire à 2 pour pouvoir ouvrir une nouvelle ligne. Mais à chaque fois, on a réussi à se mobiliser et à chaque fois, on a réussi à gagner. C'est-à-dire que, par exemple, quand il a réouvert l'usine, il a dû embaucher 56 personnes et notamment les intérimaires et tout qui étaient présents dans l'usine et tout et tout. Et donc, du coup, chaque projet, il sait qu'il va y avoir un rapport de force derrière où on va pas le laisser faire ce qu'il veut. Et lui, il va en finir avec ça parce qu'il a surtout peur que ben, cette radicalité-là, elle se propage dans les autres usines. Quoi, parce que depuis la lutte là, lui, il a essayé de nous casser, on s'est renforcé. Et surtout, il y a d'autres sites qui maintenant nous contactent pour monter des listes CGT dans leur usine et qui veulent se battre avec nous. Quoi. Et lui, il a peur que ça se propage et que Mm. demain, c'est plus qu'un ou deux sites qui sortent en grève, mais que ça soit 10, 20 de ces usines qui sortent en grève. Quoi. Et ça, c'est une crainte. Et c'est pour ça qu'il est prêt à tout. Quoi. Après, quand je disais le lockout et fermer l'usine, il ne voulait pas la fermer complètement. C'était juste Oui, dire oui. pendant une semaine, voilà, on ferme l'usine et vous n'allez plus bosser. Mais c'était une menace. Il ne l'a pas fait. Et de toute façon, nous, on lui a dit si tu fais ça, on va occuper l'usine. Quoi. Ça veut dire que si Ouais, ouais. maintenant toi, tu veux fermer l'usine, nous, on va l'occuper et tu ne pourras rien faire d'autre quoi dedans. Quoi. C'était un peu le mot d'ordre qu'on discutait avec les collègues. Quoi. Voilà. Mais lui, il voulait vraiment finir là-dessus. Et nous, on a fait le maximum pour justement batailler. Mais après, c'est compliqué, hein, vraiment une lutte. Tu as des hauts, tu as des bas dans la lutte. Quoi, Ouais, et bien sûr. c'est là où ça revient. Moi, je parlais avant de l'organisation. Même tu disais, j'aurais bien aimé que la CGT fasse des choses, etc. Tu sais très bien que la CGT ne va pas faire ces choses-là. La CGT n'est plus un syndicalisme révolutionnaire comme elle a pu être à sa création. Et c'est ça qui manque aujourd'hui à la CGT. C'est-à-dire que nous, on n'est pas dans le dialogue social, etc. Nous, on sait très bien que c'est une société, que ton patron, on n'a aucun intérêt en commun, qu'on va rien pouvoir on n'est pas là pour discuter, quoi. C'est qu'à un moment, tu nous exploites et que nous, on est les travailleurs des travailleurs, c'est nous, on fait tourner la société, on en a marre d'être exploité. Et nous, évidemment, ce qu'on veut, c'est nous-mêmes faire tourner la société. Et tu te doutes bien qu'aucun patron va être d'accord avec ça. Et ça, c'était les revendications de base de la CGT, quoi. Et maintenant, elle les a plus, quoi. Elle n'est plus un syndicaliste révolutionnaire qui veut renverser cette société, ben, ce système capitaliste, quoi. Et donc, du coup, tu es obligé derrière d'avoir une organisation politique qui soit capable de penser de penser l'ensemble de l'articulation de toutes ces luttes. Parce que dans notre lutte, il y a eu un truc important, c'est que par exemple, je pense à un truc qui était important, c'est la lutte, on a essayé de la mener avec les écolos. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'organisations écolos. Je pense aux Amis de la Terre. Je cite avant les soulèvements de la Terre. Ils nous ont invités au village de l'eau cette année pour qu'on puisse discuter. On a XR, par exemple, Extinction Rebellion de La Rochelle, qui a été réprimé par mon patron parce qu'ils avaient affiché une banderole sur l'un des silos sur leur port à La Rochelle, justement. Ils sont passés au tribunal, ils risquaient 6 mois de prison et 3 000 € d'amende. Bon, ils ont gagné au tribunal, XR. Mais par exemple, on a tissé des liens justement contre la répression, de dire que la répression que vivent aujourd'hui les militants écolos et que nous, la répression qu'on vit, elle est liée, c'est les deux faces d'une même pièce et que de toute façon, nous aussi, on n'a aucun intérêt à voir que mon patron il détruise la planète avec ses pesticides, etc., etc. Donc, comment on est capable de tisser des liens pour que, ben, ensemble, on soit capable aussi de gagner sur ces luttes-là. Tu vois, c'est un peu toute la discussion de ne pas opposer fin du mois et fin du monde. Et toutes ces choses-là, on les a pensées aussi en articulant ces luttes-là. Il y a je pense, un des exemples qui est mémorable de cette lutte qu'on a réussi à faire. Avant, je discutais un peu de l'extrême droite et tout.
c'est que par exemple, nous, on a des collègues voilà, qui disaient ils avaient voté Bardella, ou en tout cas qui s'étaient attirés par les idées d'extrême droite, et on avait mené des batailles là-dessus pour expliquer aux collègues que l'extrême droite, c'était un poison, que c'était pas une solution, etc., etc. Et on a réussi à convaincre les collègues, par exemple, il y a eu la Pride au mois de Metz, au mois de juin à Metz. De juin à Metz. Et, ouais, de juin à Metz, désolé. T'inquiète. Et du coup, on a réussi à convaincre et à mettre en grève mes collègues sur la journée de la Pride et à faire un cortège dans le cortège de la Pride radicale. En plus, nous, il y a une seule Pride qui est tenue par des organisations institutionnelles, etc. Mais on fait un cortège un peu plus radical dans la Pride. Et par exemple, on a réussi à faire un cortège avec les Noser, tu vois, qui étaient là, avec une banderole, etc., dans la manifestation, avec toutes les personnes LGBTI de Metz et tout. On a réussi à faire ça. Et ça, tu te dis qu'un mec qui avait voulu voter Bardella aux européennes, qui arrive à la Pride et qui discute avec des meufs trans, tu vois, des personnes LGBTI et qui comprend en vrai que ces mêmes meufs trans que lui pouvait avoir des a priori, des clichés, etc. dessus, venez les soutenir sur les piquets de grève, militer la caisse de grève pour que la grève tienne. Même eux, ils se sont sentis, tu vois, proches, parce qu'il y a eu toute l'offensive post-trans là, qui a eu, tu sais, la loi le projet de LR au Sénat, là. Voilà, exactement. Sur les mineurs. Et du coup, on a réussi à faire même le lien avec cette loi, dire que la répression aujourd'hui qui touche les personnes trans, c'est la même répression que nous, on est en train de subir et qu'on ne va pas gagner tout seul de notre côté, qu'il va falloir qu'on arrive à articuler ces luttes et comment nous, les travailleurs, on est capable de porter aussi, tu vois, un programme qui touche l'ensemble de notre classe. Et ça s'est articulé vraiment à la Pride chez nous. C'était quelque chose d'un élément, je pense, essentiel où vraiment, déjà, le cortège était massif parce que vraiment tout le monde était là en mode wow, mais c'est impressionnant. Je sais pas si vous avez peut-être déjà vu le film Pride. C'était vraiment un peu ça qu'on a essayé de. Mais du coup, c'est ce que j'allais te poser comme question. C'était un peu essayer de refaire le film Pride, quoi. Mais ouais. Voilà, mais c'est ça et tout et tout. Et d'ailleurs, il y a eu des discussions où l'année prochaine, justement, avec les associations LGBT de Metz, on est en train de discuter de voir comment l'année prochaine, on va faire une diffusion du film Pride avec justement mes collègues de l'usine pour discuter de comment on est capable aussi de penser une stratégie qui est capable de batailler tout ça. Et je pense que c'est une avancée qui est importante. Et je dis, quand tu vois un mec qui était prêt à voter Bardella et qui se retrouve dans la manif en train de chanter Tiamo tutti antifascisti, tu te dis putain, c'est bien, on est en train de gagner quelque chose, on est en train de faire quelque chose de concret là contre l'extrême droite et c'est ouf. Et pour la conscience de classe, quoi, c'est impressionnant. Et donc, vous avez Twitter, vous allez voir, si j'étais soufflé in vivo, même notre Insta, on a Insta Révolution Permanente Metz, on a pas mal partagé des vidéos et tout, mais c'est vraiment impressionnant quoi, ce qu'on a réussi à faire là. Et ça, c'est grâce à la lutte. Et je pense que c'est aussi grâce au comité de grève et avec une direction qui est une direction avec une organisation politique derrière qui est capable aussi de comment penser et articuler ces luttes-là. Quoi. Tu vois, il y a vraiment tout cet enjeu de discuter dans le comité de grève de pourquoi nous, les néo-zères qui sont en train de se battre contre la répression, on doit aller aussi soutenir les personnes trans qui sont en train de subir une répression du gouvernement aussi. Quoi. Et du coup, grâce à ces articulations, tu vois, quand tu ne penses pas juste des côtés économicistes, en disant oui, il faut se battre pour les augmentations de salaire. Non, il faut se battre pour l'ensemble. Oui, il faut se battre contre l'exploitation, mais il faut aussi se battre contre l'ensemble des oppressions. Et quand tu discutes de ça dans ton usine, ça fait aussi avancer tes collègues, quoi. Ouais, donc ça fait que un bon moyen de combattre l'extrême droite, c'est arriver à créer un mouvement syndical fort et qui dépasse la simple question quotidienne pour faire quelque chose de plus politique. C'est quand même motivant quoi, de penser ça. Il y a une question de Sale Anarchie sur le chat qui rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Est-ce qu'il vaut mieux essayer, donc il demande, est-ce qu'il vaut mieux, il ou elle, pardon, je sais pas, c'est l'anarchiste, vaut-il mieux essayer de réformer la CGT de l'intérieur ou recréer une structure qui correspondrait mieux à nos attentes? Donc voilà, je sais pas si la question est claire. Moi, je pense que il va falloir se mener ce combat à l'intérieur, quoi, parce que je pense qu'on a déjà plus le temps de créer quelque chose à côté et que c'est compliqué de créer une organisation syndicale à côté, de refaire ça. Par exemple, on a l'exemple de Solidaire qui était une scission de la CFDT, etc. Et que même on voit à Solidaire que c'est loin d'être parfait et que malgré l'existence qu'il y a, hormis dans certains bastions comme Sudrail, etc., ça reste très très faible et ça reste très hétérogène dedans. Nous, on voit souvent le bon côté de Solidaire. Mais moi, je milite des fois dans des boîtes où c'est très compliqué de militer avec Solidaire aussi. Et ouais, je pense qu'il faut mener une bataille à l'intérieur des syndicats, que ce soit Solidaire, mais à la CGT aussi. La CGT, c'est quand même
600 ou 700 000 adhérents et tout, et de voir comment on est capable, moi je pense, de mener cette bataille en interne. C'est difficile, mais je pense qu'il faut militer pour que dedans il y ait une tendance syndicalisme révolutionnaire. Donc là, le ou la camarade, je pense qu'anarchistes, ils vont dire nous, on veut faire renouer avec les traditions anarcho-syndicalistes peut-être, mais en tout cas, il faut militer pour que oui, effectivement, il y a à nouveau qu'on renoue avec les origines de la CGT, avec un syndicalisme révolutionnaire, une tendance révolutionnaire à l'intérieur de la CGT, qui soit capable justement de batailler les stratégies que les directions syndicales proposent, etc. Et nous, c'est en ça, comme ça qu'on pense aussi nos luttes, c'est-à-dire que notre lutte qu'on a menée là, on veut aussi en faire un exemple pour l'ensemble de notre classe, quoi, et dire, regardez, il y a une possibilité de lutter contre la répression. Voilà comment on a fait. On peut même mettre au service ce qu'on a fait. N'hésitez pas à nous appeler, on peut en discuter, etc. Et de réussir à en faire une démonstration pour l'ensemble de notre camp, pour qu'on soit en capacité, en vrai, de partir de victoires comme on a eu là, pour essayer de batailler et d'aller encore plus loin dans les batailles. Et cette lutte, nous, elle va nous permettre, par exemple, de poser la discussion dans la CGT et de dire, voilà, regardez, nous, ça, c'était notre stratégie. Vous, votre stratégie, c'est très souvent d'aller au tribunal, de faire ça, etc., etc. Nous, on a mené une bataille, on a développé un comité de grève, il y avait des non-syndiqués qui dirigeaient la grève, et c'est grâce à ça aussi qu'on a pu aller au plus loin, et c'est ça, cette stratégie que nous, on veut proposer. C'est voilà, une stratégie qui soit démocratique, qui soit révolutionnaire, et qui essaye de penser, même si la CGT fait des avancées, de plus en plus, elle commence à discuter de la question du féminisme, de la question des droits LGBT, etc., mais ça reste très minoritaire, on va pas se mentir. Et Il y a aussi, pardon, je rajoute, il y a aussi Bubule qui demande sur la question antiraciste, décoloniale. Est-ce que ça se rajoute aussi à tout ça? ouais, bien sûr, bien sûr. C'est vrai que je l'ai pas cité, mais que ce soit la question antiraciste, la question écolo et tout ça, bien sûr, c'est central. Il faut prendre l'ensemble des problèmes de la société et la question du validisme, tout ça. Il faut, je pense, batailler sur toutes les positions. Il faut qu'on ait des vraies revendications politiques je sais pas moi, à l'usine, chez nous, la moitié des travailleurs et des travailleuses, c'est des travailleuses, tu vois. La moitié, c'est des meufs, elles sont là à l'usine, elles ont souvent les conditions de travail les plus difficiles, souvent les moins bien payées, etc. Et tu es obligé pour moi de batailler sur ces questions-là. Des fois, tu tombes sur des collègues qui vont même te dire non, moi je suis pas d'accord qu'une femme elle gagne autant que moi, elle porte pas des charges aussi lourdes que moi. Tu vois un peu le niveau, mais si tu ne mets pas ces discussions-là, tu n'es pas capable de les batailler jusqu'au bout, tu n'es pas capable de, tu vois, nous, les meufs, elles viennent, elles se prennent au sujet le truc-là, elles disent, bah non, je veux payer la même chose, je dois être payé la même chose que toi, et qu'au pire des cas, on doit faire en sorte qu'il n'y ait plus de charges lourdes à porter, comme ça on est tous à égalité. Il faut arrêter de retourner le truc dans l'autre sens. Et c'est intéressant, tu vois, ça crée des débats et tout, et on arrive à gagner ça. Et sur la question de l'antiracisme, par exemple, nous, une des petites démonstrations qu'on essaye de faire, il y a eu la loi immigration de Darmanin qui l'avait passée. On va pas se mentir, donc, il y avait plus de 70% des Français qui étaient pour cette loi. Donc à l'usine, c'était pareil chez nous aussi. On va pas se mentir, nos airs vivent pas en dehors de la société, quoi. Et du coup, c'est vrai que beaucoup défendaient la question de la loi immigration. Et du coup, ils se sont rendus compte qu'en vrai, ça avait un impact sur leurs propres collègues. Parce qu'on a des collègues, tu vois, qui travaillent, qui ont seulement un récépissé, qui sont demandeurs d'asile, etc., etc. Et ils ont remarqué qu'en vrai, la loi, elle avait un impact sur ses propres collègues. Et du coup, nous, on a réussi à démontrer en quoi cette loi immigration, en vrai, c'était un problème, qu'elle était contre nous, en vrai, qu'elle était contre les travailleuses et les travailleurs, contre nos propres collègues, en vrai, et qu'on connaît, en vrai. Tu sais, c'est toujours plus facile quand en plus tu connais la personne, etc., et que tu vois que maintenant elle galère pour avoir un récépissé, tu vois qu'elle galère pour pouvoir continuer à bosser, etc., alors que c'est ton collègue avec qui tu vis tous les jours. Mais nous, on en a fait un enjeu politique, c'est-à-dire qu'on a dénoncé ça, on a fait en sorte qu'il y ait des discussions qui s'ouvrent là-dessus, et maintenant à l'usine, ben, les mêmes collègues qui étaient limite pour la loi immigration, ils vont maintenant venir te dire, ouais, il a un problème avec son récépissé, il faut qu'on trouve une solution. On a, par exemple, des gens qu'on connaît qui avaient fait de l'intérim, notamment des étudiants, ben, une étudiante, par exemple, qui a fait des études de droit, qui s'est spécialisée en droit du travail, mais qui a fait de l'intérim chez nous, ben, par exemple, elle nous défend des dossiers gratuitement pour des collègues. On se mobilise là-dessus, on fait en sorte que si maintenant on sait qu'il a plus de récépissé, que le patron il l'apprenne pas et que même s'il faut le ramener à la préfecture, le collègue pour qu'il puisse aller, pour qu'on mette une bataille et tout et tout. Et ça, c'est des luttes qu'on essaye de mener, mais il faut que vraiment chaque enjeu, on arrive à en discuter, de poser l'action politique. Et des fois, même quand tu es à contre-courant, tu vois, l'action de l'extrême droite, on était à contre-courant au début. Ils disaient non, nous on va voter Bardella, etc. Mais on a réussi à batailler ça. Et comme par exemple pendant les émeutes des quartiers populaires, crois-moi qu'à l'usine, c'était très compliqué de défendre, tu vois, que Naël s'était fait buter par un flic et qu'il y avait un problème, tu vois, de violence policière et de racisme d'État, tu vois. Mais on a mené ces batailles et tu arrives comme ça à faire avancer la conscience de classe petit à petit. Tu n'arrives pas à convaincre tout le monde, mais tu arrives et le jour où, ben, tu vois, par exemple, mes collègues, ils avaient un truc de respect un peu envers la police et tout, mais quand ils ont vu que la police a été du côté de mon patron, ils ouvrent les yeux et ils disent ah ouais mais attends si là ils nous font ça à nous j'ose même pas imaginer ce qu'ils font dans les quartiers en vrai tu vois et c'est comme ça que tu ouvres aussi ces discussions là quoi.
Peut-être dernière petite question, bah, ça rejoint un peu tout ce qu'on disait sur la stratégie de la CGT notamment. La CGT qui appelle à une première rentrée sociale, enfin syndicale, le 1er octobre. Est-ce que vous, à Noser, vous prévoyez quelque chose pour le 1er octobre? Bien sûr, dès qu'il y a un appel national, on essaye d'y répondre, etc. Mais on y sera quand même critique. C'est-à-dire qu'on Ouais, sera ouais. très critique. C'est-à-dire que on vient de sortir une séquence où normalement la CGT refuse de faire de la politique, etc. Ils ont fait de la politique, ils ont Mhm. appelé à voter pour le NFP, etc., etc. Bon, après, on peut avoir un débat là-dessus. Moi, j'avoue que je suis pas un fan de la Oui, oui, vision du NFP, du j'imagine. réformisme, etc. Mais c'est pas grave, ça a ouvert au moins une discussion politique dans les syndicats et je pense que c'était intéressant, ça a permis de débattre et tout. Et là, effectivement, qu'à la rentrée, on voit qu'ils sont en train de se passer, on voit que le gouvernement, on risque d'avoir un Cazeneuve ou un je sais pas qui au gouvernement, les mêmes qui nous ont réprimés dans les années 2014-2015. Bref. Et du coup, effectivement, déjà, la date du 1er octobre, elle est loin, mais surtout, il n'y a plus de questions politiques dedans et on voit qu'il y a un recul un peu de la CGT. Et je pense qu'il va falloir batailler là-dessus. De toute façon, on sait que la date du 1er octobre, à moins qu'il se passe quelque chose entre, elle va pas être très très suivie. Mais bon, je pense qu'il faut quand même y aller et essayer de batailler la question de dire il nous faut un vrai plan de bataille quoi aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut pas se contenter de faire une journée parce que c'est la rentrée en octobre. Après, on aura Ouais, une ouais. autre date, je sais pas moi, en décembre et après on va revenir en mai de l'année prochaine, etc. Et que non, si on veut s'en sortir, si on veut vraiment décrocher des augmentations de salaire, etc. Il va falloir un mouvement national. Et la question de la répression, pour nous, c'est un enjeu. On est en train d'essayer de voir pour faire une coordination nationale où on essaie de coordonner l'ensemble des personnes qui sont réprimées pour voir comment on peut batailler ça, parce que même la répression, si tu restes tout seul dans ta boîte, tu peux avoir des victoires comme moi, mais moi je connais plein de camarades qui ont perdu face au ministère, face au tribunal administratif, etc., et qui se retrouvent licenciés. Et donc, du coup, il faut essayer de voir comment on est capable d'en faire un enjeu national aussi, la question de la répression, surtout que ça a touché tout le monde, ça a touché les soutiens de la Palestine il n'y a pas longtemps, Mhm. les militants écolos, j'en parlais avant, etc., etc., de voir comment on est capable d'articuler aussi toutes ces batailles pour aller obtenir des victoires. Et nous, c'est ça aujourd'hui qu'on va essayer de batailler avec la CGT Noiseur, c'est d'essayer de pousser la CGT à vraiment avoir un vrai plan de bataille, quoi, de l'interpeller là-dessus et voilà, et faire le maximum de bruit, quoi. Mais on n'est pas sûr encore que la CGT elle va faire grand-chose. Mais voilà, mais le 1er octobre, on sera là et on fera le maximum pour apparaître et voilà, exprimer qu'il va falloir aller plus loin que simplement faire une date un peu routine syndicale, quoi. C'est Ouais, ouais. la date de Bon, rentrée c'est qu'on la a tous les rentrée, ans, quoi. quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Oui, voilà, quoi. Ben, merci beaucoup pour cet échange super intéressant. Je pense que ça a motivé plein de gens dans le chat hein, qui étaient là, genre super discours, bravo à vous et tout. Donc, Merci, merci. franchement, force à toi, force à vous. Puis on essaiera de se tenir un peu au courant de la suite de votre combat. Et puis merci encore. Puis bonne journée à toi. Mais pas, À pas- très Il y a bientôt. plein de petites nouvelles qui vont Ouais, arriver, ouais. t'inquiète, on tient au courant. Ok, bah franchement, ouais, si tu veux, on peut. Surprises qui vont Enfin, arriver là. si tu veux, mais limite à mon Instagram, je peux te filer, je sais pas, mon contact et tout. Tu m'envoies les Pas de infos souci, avec plaisir. Ça marche. pas de souci. Bah, merci beaucoup. Allez, Bonne journée à salut, toi. merci à Salut. tous. Ciao. Salut.